Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Et c'est parti pour attaquer un autre show cette fois-ci. Vu comment on était passé du côté de la ROH avec Death Before Dishonor qui s'était déroulé à Philadelphie en Pennsylvanie, cette fois-ci du côté de la WWE, on passe du côté de la France. Vu comment on a eu le show SmackDown qui s'était déroulé à Lyon. Et maintenant, on se passe du côté de Nanterre, du côté de Paris bien sûr, avec le show auquel je vais parler tout de suite évidemment. Il s'agit de WWE Clash in Paris en France 2025. Donc oui, c'est ce show auquel on va parler. Et ce que je pourrais dire à propos de ce show, c'est que il était énorme. Enfin, il était bon, il était énorme. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de si négatif que ça, si ce n'est que, on va dire que les points négatifs, c'était la plupart des gens qui se plaignaient que les places étaient bien trop chères, quoi. Et que c'est ces mêmes personnes qui disent que les places sont trop chères, qu'ils y vont quand même, et qu'à la fin, ils se font ruiner. Et bien sûr, quand il y a de tout à se mettre sous la dent, c'est-à-dire payer les places trop chères, les merchandising qui coûtent également la peau des fesses, eh ben tout simplement ça fait passer la plupart des gens pour des pigeons. Et du coup, la WWE aime parfois un peu de se foutre de nous, car même si les Français ont donné de eux-mêmes pour bien mettre de l'ambiance, ce que j'ai apprécié personnellement, qu'il y a eu de l'ambiance, eh bien ça a permis à la WWE de dire allez-y, allez-y les petits Français, chantez, chantez. L'air de dire allez-y chantez bande de pigeons. Et du coup, vu comment on est sous le thème des pigeons, eh ben on pourrait faire ça. Ça, c'est version This is Awesome, mais version pigeon. Pour ceux qui ont payé trop cher et que ils se sont un petit peu dégoûtés quand ils ont vu à quel point ils n'ont plus un sou en poche, pour certains. D'autres qui ont encore les moyens, bien forcément. Et pour aussi, il y avait aussi un autre news, c'est que il y avait les baisses de prix. Je sais pas si c'est réel ou prouvé à 100%, mais il y avait une chute de prix qu'ils ont un peu baissé, et du coup ça a permis à quelques personnes d'avoir leur place si facilement. Après, je ne sais pas si toutes les salles du côté de Clash in Paris c'était sold out, était complet à 100%. À vrai dire, j'en doute un petit peu. Mais, euh, mais voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais en dire à propos de cela. Et du coup, j'ai la carte sous les yeux. Et évidemment, en regardant sur la carte que j'ai actuellement, eh bien, il n'y en a que 6 matchs. Et d'ailleurs, au passage, il y a un petit coup de gueule que je vais dire aussi par la suite. Normalement, dans la carte, il devait avoir le titre intercontinental masculin et également un titre du monde féminin aussi, et également le titre WWE qui devait être en jeu, ou alors juste un match d'exhibition. Donc lesquels que je vais en parler, bah, c'est simple, je vais vous le dire ça. Je sais que l'un des matchs auxquels on devait avoir, c'était pour le titre intercontinental masculin entre Dominic Mysterio contre Edge Styles. Et finalement, ce ne sera pas à Clash in Paris, mais ce sera du côté de Raw. Et auquel j'imagine que du côté de Raw, ça va être énorme avec l'ambiance du public. Et que c'est dommage qu'ils n'ont pas mis du côté de Clash in Paris. Tellement dommage. Ça aurait été un très très grand moment. Mais ils l'ont pas fait, ils ont décidé de décaler pour du côté de Raw. Et du côté du titre du monde féminin, je crois qu'il va y avoir un genre de contexte. Alors, oui, ça va être le bordel, je vous garantis. Normalement, oui, je dis bien normalement, il devait avoir un match entre Stephanie Vaquer contre Naomi du côté de Clash in Paris, vu comment Stephanie Vaquer a remporté un match de bataille royale où il y avait plusieurs femmes et auquel elle les a toutes surpassées.
eh bien, non seulement elle avait gagné le match pour affronter la championne du côté de Clash in Paris, donc on pensait que tout se serait dessiné, se serait écrit dans le marbre. Finalement, pas du tout, parce que tout simplement, Naomi a annoncé à quel point elle était enceinte avec Jimmy, enfin, avec Jimmy. Donc elle était enceinte de Jimmy, excusez-moi. Et du coup, ce qu'on peut dire, félicitations à Naomi et Jimmy pour cette nouvelle. Et que j'espère que dans la famille des Housseaux, surtout dans la famille des Samoa en général, la famille va continuer de s'agrandir, de pur bonheur et de pur plaisir, j'imagine. Et même sans être né, le, leur futur enfant à tous les deux n'est même pas encore né, qui se fait déjà ovationner Baby Uso, ce qui est assez surprenant. Donc, ouais, il y a des news qui se sont passées, hein. Tellement de news. Et si ce n'est que c'est tellement dommage que pour Naomi, elle décide de s'arrêter ici après qu'elle ait complètement repackagé son personnage et qu'elle est devenue une île dantesque du côté de Raw. Et que c'est un petit peu dommage d'en arriver ainsi. Donc c'est tellement dommage. Mais ce que j'aurais tellement voulu, c'est qu'ils auraient mis des remplaçantes, hein. Je sais pas, tu peux mettre une Rhea Ripley, une Io Sky, une Lyra Valkyria, euh, Roxane Perez, Raquel Rodriguez. Je sais pas, t'avais des possibilités. T'avais vraiment des possibilités de mettre des personnes en avant, même si c'est pour le titre suprême. Tu avais le choix. Mais non, pendant ce temps-là, ils ont même pas trouvé des partenaires, enfin des partenaires, des adversaires. Et du coup, ça permet à Stephanie Wacker de rester aux US. Et voilà, je sais pas comment vous dire, mais nous, en tant que fans, on était un peu baisés de voir ça, vu comment on se dit, ah, la WWE se fout vraiment de notre gueule. Ça fait qu'elle a gagné la bataille royale pour Clash in Paris. On l'annule pour laisser place à d'autres matchs sur la carte. C'est. J'ai pas les mots. J'ai vraiment pas les mots pour vous le décrire. Et le troisième match, il devait avoir Drew McIntyre contre Cody Rhodes pour le titre WWE. Finalement, on ne l'aura pas parce que même du côté de Cody Rhodes, ils ont accueilli un deuxième enfant avec Brandy Rhodes. Et du coup, le match ne verra pas le jour du côté de Clash in Paris. Et encore moins entre Randy Orton et Drew McIntyre. Donc c'est vrai que c'est un petit peu décevant, je vais pas vous le mentir. Mais bref, passons. Après que j'ai expliqué les news des matchs qu'il devait avoir sur Clash in Paris, il y avait également une news qui date depuis la semaine passée, l'affaire de l'accident Raja Jackson, où il a agressé un catcheur, un certain Psycho Stu, et auquel je me dis, le fils de Rampage Jackson devrait vraiment se faire enfermer ou se faire interner, tellement que c'est un détraqué mental, bah, un, un je ne sais quoi, un abruti, un connard, etc. Et en plus qui est sur Kick, que ce soit les Twitchers, les Kickers, bref, je préfère les BD, tout ça. Et dire que ce mec, il est booké dans un show. Je ne sais pas lequel gère la structure, mais c'est risqué de mettre ce type dans une structure de catch. Selon moi, il n'a pas sa place sur le ring. Selon moi, il a sa place dans l'octogone, mais pas sur un ring de catch pour éviter bah, de, de tuer qui que ce soit. Il a failli tuer ce catcheur Psycho Stu. Faut pas qu'il en tue d'autres. Donc c'est vraiment très bête de le laisser en liberté, selon moi. Et du coup, voilà. Après m'être trop attardé sur les news auxquelles je devais vous dire, maintenant on passe directement au show principal. Donc vraiment tous les shows principaux et auquel ce show, je le regardais avec mon très cher Gail, que je l'embrasse et que je le salue au passage. Même si je regardais de mon côté sur Netflix et que lui il regardait sur le network, donc chacun de notre côté, et que c'était sympa de réagir en ligne, surtout en live. Enfin, en ligne, en live, bref, peu importe. Et ce que j'ai remarqué durant le chat, c'est qu'il y avait Pierre-Paul qui avait fait un petit coucou à Gail,
et auquel je fais aussi salut à Pierre-Paul, et également un certain The OG, l'original. Je sais que tu étais dans le chat et que je t'ai vu, petit filou. Donc je vous ai vus tous les deux, et auquel au moins c'était bien d'avoir quelques avis, même si tu n'avais pas beaucoup au final, mais c'était sympa quand même que tu étais sur le chat de Gale. Donc que demander de plus? D'ailleurs, il y avait même aussi le show entre la BZW et la PC, et auquel il y avait Bobby Lashley qui catchait. Donc j'aimerais tellement en dire là-dessus, mais c'est Clash in Paris que je vais en plus en discuter. Et du coup, sans trop, on va dire, vous faire attendre, parce que là, c'est vrai que ça fait dans les dizaines de minutes et il faut que je accélère vite le rythme. Eh bien, le premier match, c'est tout simplement un match simple entre Roman Reigns contre The Big Bronson Reed, et auquel le match, je sais qu'elle va débuter un peu lentement, vu comment ils vont prendre leur temps pour faire chauffer la foule. Oui, parce que ce qui a été plus remarqué durant tout ce show, c'était que les Français, ils ont chanté pour tout et n'importe quoi. T'as divers chants de manière aléatoire. Je reconnais que à certains moments c'est un peu redondant, surtout les simplement de. Bref, vous voyez de quoi je parle. Vu comment même du côté de Superstar Wrestling et du côté de WCL, enfin, ouais, CL, auquel on a eu des chants comme ça, mais que là, du côté de Clash in Paris, il y en a eu à gogo, hein, même des divers chants. Ça peut être fun dans le sens où c'est bien beau que le public donne de la voix que les Américains, je suis d'accord avec ça, mais il y a certains moments, ça devient un peu redondant, je suis d'accord. D'ailleurs, pour divers des chants de manière aléatoire sur tel ou tel catcheur, il y en a eu des tas de tonnes, hein. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu redondant avec ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Le public est comme ça. Et comment on peut faire changer les mentalités? Aller du côté des Américains et ça devient limite chiant. C'est fort possible, mais après, je préfère de voir d'autres horizons pour redonner de la voix, malgré que le public s'est fait un petit peu enguirlandé par tout ça. Donc comme j'ai dit, ce match a débuté, pas déburé, qu'est-ce que je raconte, a débuté un peu lentement en faisant chauffer le public, puis tu as des longues phases de domination, que ce soit de Bronson Reed ou le comeback de Roman Reigns, et que tu as même Polyman qui était même présent pour encourager son poulain. Mais est-ce que son poulain va réussir à battre Roman Reigns? Telle est la question. J'avais entendu des tas de choses à propos de ce match. Apparemment, ce match, pour certains, c'était le match le moins intéressant de la carte, en sachant qu'il y a quand même Roman Reigns dedans. Et que même si on pourrait dire des tas de trucs négatifs ou etc., il faut savoir un peu apprécier tout ça. Même si il y a des tas de trucs auxquels on peut pas forcément trop accepter. Mais bon. Que ce soit l'un des deux, ça aurait été forcément celui qui aurait été le plus méritant ou le plus gagnant dans tout ça. Parce que moi, je sais que celui qui pourrait forcément gagner, ce serait Roman Reigns, le plus logique. Et du côté de Bronson Reed, une victoire leur aurait fait normalement énormément de bien. Mais ce n'est pas du tout le cas, pardonnez-moi. On pourra remarquer et souligner qu'il y a eu une tentative de spear de Roman Reigns, mais que Bronson Reed a décidé de ne pas décoller les pieds du sol pour rester droit sur ses appuis. Donc c'est comme si contre le spear pour faire un Death Valley Driver. Essayer de faire une tentative de tsunami. Et d'ailleurs, en parlant du tsunami, Sturi il avait en parlé en disant que si jamais il faisait le tsunami, on devrait faire la hula. Donc du premier rang jusqu'au gradin. Donc de faire la hula pour genre, oh là là, le tsunami il est violent, il faut qu'il y ait des vagues. Mais par contre, je n'ai pas remarqué ça, hein, je n'ai vraiment pas remarqué, mais il n'y a pas eu la fameuse hula pour le tsunami. Vu comment, malgré
tout est contre toute attente, quoi. J'ai pas tous les mots pour tout décrire tout cela. C'est Roman Reigns qui va battre Bronson Reed en remportant le match pour la victoire. Et aussi, il demande à Polyman de venir pour lui rendre ses 2 paires de chaussures et l'autre paire, donc ça fait 4 paires d'un coup. Donc les deux les blanches, les deux les noires et du rouge. Donc il demande qu'il les donne. Et t'as le public qui dit rends-lui ses chaussures. Je crois que c'est ça, je sais plus. Ou donne ses chaussures, ainsi de suite. Donc il lui rend les chaussures à Roman Reigns. Et qu'est-ce qu'il va faire Roman Reigns par la suite? Il va le faire un guillotine choke sur Polyman. Et que vu comment il a détrôné celui qui se fait appeler The Oula Sabat, le Tribal Thief, donc oui, le allez, celui qui détient son fameux collier en chaussures et le chef des pieds, quoi, si vous voulez que je dise mon avis à propos de ça. Mais au moins, il s'est débarrassé de Bronson Reed et de Polyman et qu'il s'est emparé de ses chaussures. Je croyais qu'il allait partir avec, mais finalement, pas du tout. Vraiment pas du tout. Il va les dédicacer et pour même les donner sur le public. Enfin, il va les donner dans le public. Et t'as des membres du public qui vont choper les chaussures. Et d'ailleurs, avec un autographe de Roman Reigns, j'espère que la personne chanceuse a su l'avoir avec lui et qui va fièrement le trôner sur son étagère en sachant qu'il y a Roman Reigns qui a posé ses pieds dedans et qu'il a dédicacé. Donc j'espère que cette personne est ultra heureux de l'avoir sur lui et qu'il en est fier. Un collector pour un fan de catch. Pourtant, on croyait que ça allait se terminer ici. Mais tu as ce sale clébard de Bron Breakker qui arrive de nulle part, qui fait un spear sur Roman Reigns et que par la suite il l'attaque. Donc il l'attaque et que on pensait que ça allait s'arrêter ici vu comment il y avait les staffs de la sécurité qui allaient les escorter jusqu'au vestiaire. Et même Roman Reigns, vu comment il s'est mangé un spear de la mort. Donc, vu comment il vend très bien le spear de manière très douloureusement. Mais puis, t'as Bron Breakker qui revient pour un nouveau spear. Et Bronson Reed, qui était out pendant un moment, il se remet de son attaque contre Roman Reigns. Et il la poursuit en faisant, je crois, la première et deuxième tsunami, alors qu'il y a les membres du staff pour en empêcher. Et pourtant... Quand j'entends en empêcher, je dis plutôt encourager à le faire. Et du coup, c'est un peu too much de voir ça. Donc, premier tsunami, deuxième tsunami. Et t'as même Jey Uso qui veut jouer au chevalier blanc, mais lui aussi va se faire calmer par Bron Breakker et par Bronson Reed. En sachant qu'il a un match contre Rollins, contre LA Knight, contre CM Punk dans le main event. Donc c'est vraiment stupide de sa part de se vider déjà l'énergie pour ça alors qu'il devait dépenser son énergie dans le main event. Mais il voulait revenir à la rescousse pour aider Roman Reigns, mais trop tard, le mal était déjà fait. Puis un nouveau tsunami, encore une quatrième je crois, si je ne me trompe pas. Et voilà comment il en vient. Ils sont venus aux mains envers Roman Reigns, avec ta Roman Reigns qui les transportait sur un brancard. Donc du coup, je me dis, on verra pas Roman Reigns pendant un bon moment, vu comment les rumeurs disent qu'il va participer au tournage du Street Fighter. Oui, sur un tournage de Street Fighter une nouvelle fois. Et d'ailleurs, même Cody Rhodes, à ce que j'ai entendu, et quelques autres catcheurs qui vont participer à ce tournage de Street Fighter. Donc c'est sûr, on le verra pas pendant un bon moment. C'est encore du Roman Reigns dans le texte. On se souvient lors du mois de janvier, lors des débuts de Raw sur Netflix, il avait battu Solo Sikoa, puis revenir un mois après pour le Royal Rumble. Et un coup qui s'est fait stomper par Rollins, il disparaît pendant quelques mois, si je dis bien, si je dis pas de conneries. Puis il perd le match avec CM Punk lors de WrestleMania 41, pardonnez-moi, 41, il disparaît également. Et maintenant, il redisparaît une nouvelle fois.
Donc c'est sûr que Roman Reigns, il enchaîne pas mal des absences hein, ces temps-ci. Clairement. Ah, c'est tellement dommage qu'on en est arrivé ainsi, que la WWE fait ce genre de truc. Bref, je passe par la suite. Match numéro 2, match pour les titres par équipe de la WWE. Les Wyatt Six, Joe Gacy et Dexter Lumis, accompagnés par Oncle Howdy, Eric Rowan et Nikki Cross, contre les Street Profits, donc Montez Ford et Angelo Dawkins, accompagnés par B-Fab. Et au passage, les Street Profits étaient habillés de façon Borderlands. Ils étaient habillés comme dans le jeu vidéo et également comme dans le film de Borderlands. Alors que les Wyatt Six, c'est du Wyatt Six. Tout est dans l'horreur, tout est dans le spooky. On aime, on déteste. Il y aura toujours un public qui est ultra divisé à propos de cette équipe. Pourtant, il était bien le match par équipe, même si j'ai une petite préférence pour le premier, même si on n'en avait rien à carrer. Pourtant, j'ai quand même été bien dedans, surtout quand on était en live avec Gail. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise de trucs là-dessus, si ce n'est que peut-être que ça aurait été les Street Profits qui auraient remporté le match. S'il n'y avait pas les interventions des Wyatt Six, parce que celle qui a retenu le pied de Montez Ford, si je dis pas de bêtises, c'est Nikki Cross qui s'était faufilé sur la jupe du ring, dans le ring évidemment, et que ça a permis à Oncle Howdy, donc Bo Dallas, de faire un Sister Abigail sur Montez Ford, si je dis pas de bêtises. Il y avait aussi une distraction de l'arbitre, hein. Je crois que c'était Rowan ou Lumis, je ne sais plus qui avait distrait l'arbitre, mais ça a permis d'avoir l'enchaînement et de poursuivre l'attaque pour faire le pin et le compte de 3 pour la victoire des Wyatt Six. Concernant le match, je me pose beaucoup de questions, parce que oui, on sait que c'est victoire des Wyatt Six, mais je me pose énormément de questions. Dans les équipes, qui est réellement face, qui est réellement heel? Parce que pendant l'entrée des Street Profits, certes, ils étaient over parce que le public faisait les mêmes mouvements que Montez Ford. On pompe à fond, on pompe à fond. Donc je me dis, est-ce qu'ils sont heel ou est-ce qu'ils sont face, vu comment ils sont ovationnés comme des babyface? Et du côté des Wyatt Six, c'est pareil. On ne sait même pas s'ils sont face ou heel, en sachant que là, ils ont utilisé une tactique de heal, donc là, on pourrait dire qu'ils sont officiellement heal, mais ça ne les empêche pas de se faire ovationner. Donc ça casse vraiment le truc du grand heal typique pas cool, en sachant que maintenant, les heals de maintenant, ils veulent se faire ovationner au lieu de se faire détester. C'est un peu une très très mauvaise idée selon moi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus, si ce n'est que voilà, victoire des Wyatt Six. Je passe au match numéro 3. Et le match numéro 3, c'est pour le titre intercontinental féminin de la WWE. Becky Lynch contre Nikki Bella. Dans ce match-là également, on entendait déjà des sortes de rumeurs, même des tas de chants qu'elles on pourrait utiliser. Par exemple, pour Becky Lynch, ce serait la chanson de... Je sais plus qui la chantait, mais en tout cas, il y avait cette chanson qui disait Baby, baby, ouh. Je crois que c'était ça. Ça ferait Becky, Becky, ouh. Des tas de chansons comme ça. Mais non, on s'est contenté de Becky, 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 Becky. On a eu que des tas de chants pour Becky. Alors que du côté de Nikki Bella, elle qui est censée être la babyface, même si elle est part-timeuse et que c'est la challengeuse, elle se fait plutôt huer par le public français. Ce qui est, ma foi, étrange. Mais bon, une part-timeuse qui n'est jamais là tous les jours, je peux comprendre pourquoi on peut la détester. Pourtant, ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Ce n'est vraiment pas le cas de tout le monde. Mais pour elle, elle est hyper concernée pour des tas de raisons. Et pareil, s'ils auraient voulu, les Français, ils auraient chanté un chant pour Nikki Bella. Par exemple, la musique de Maître Gims, on aurait fait elle répandait ton nom de Bella. Les gens ne voulaient pas la lâcher là. Elle répandait dans le village. Les gens me disaient plutôt c'est vilain. Quelque chose comme ça aurait fait tout son sens. Mais ils l'ont pas fait. Ils l'ont vraiment pas fait.
Et que qu'est-ce que vous voulez que je dise si ce n'est que le match était pas il était pas top. Malheureusement, il n'était pas si excellent que ça. Pourtant, on apprécie le règne de Becky Lynch, même si elle est dans ce registre de vieille cruche. Enfin, je dis vieille cruche même si elle est encore jeune, de sale cruche qui prend les gens de haut parce qu'elle se fait appeler The Man. Un peu comme à l'époque où elle se faisait appeler Big Time Bex. Un peu comme ça, mais de manière très différente. On va dire une Becky Lynch Big Time Bex un peu aigrie, un peu irritante, un peu comme l'est actuellement Seth Rollins, on va dire les termes, et et qu'on peut pas s'empêcher de la voir encore continuer vu comment son règne intercontinental est bon. Voilà, je vais pas vous le mentir. Si ce n'est que même si c'était pas non plus trop incroyable, je sais pas qui est la faute à tout ça. Si ce n'est qu'à un moment dans le match, ben, il va y avoir un petit botch. Oui, il faut qu'on en parle de ce petit botch. Un coup que Nikki Bella avait le dessus sur Becky Lynch, eh bien, elle était partie pour son disaster kick, mais sauf que Becky n'était pas relevée à temps, et du coup, ben, elle a enchaîné le mouvement dans le vide. Et du coup, on s'est dit, là, c'est sûr, c'est un botch et qu'elle aurait pas dû, elle aurait pas dû se lancer trop vite. Elle aurait dû attendre que son adversaire se relève pour effectuer le mouvement, mais, euh, mais non, elle a fait comme ça dans le vide. Alors c'est vrai que c'est très maladroite de Nikki Bella de faire ça, même si ça fait quelques délustres qu'elle n'est plus montée sur un ring, même si elle était revenue du côté du Royal Rumble et quelques apparitions entre-temps, mais quand même, il faut... euh, il faut au moins faire attention à cela, il faut attendre le bonne occasion pour enchaîner. Donc ça c'était uniquement le truc auquel je voulais en parler, même s'il y avait des tas d'histoires à propos de Nikki Bella, comme quoi bah, si on la déteste à l'heure actuelle, bah, après je connais pas tous les raisons, si ce n'est que j'en connais un seul, et celle auquel je pourrais en dire, bah, en gros elle s'était séparée de son ex-mari avec qui elle a un enfant avec, et que j'ai pas je suis pas trop dans cette affaire de drama et tout, mais apparemment il y aurait quelque chose entre eux et que Nikki avait décidé de se divorcer avec son mec et que elle voulait avoir la garde de l'enfant, donc avoir les gardes officielles, les pensions alimentaires et tout ça. Et à ce qui paraît, ce que j'ai entendu dire, ben, elle aurait échoué à ce fameux divorce. On va dire que son mariage était un échec, on va dire ça comme ça, et que la garde de son enfant était un peu, on va dire, un double échec, si on pourrait dire. Et du coup, ben, vu comment elle est en manque de liquidité, donc quand je dis liquidité, c'est en manque d'argent, eh ben, tout simplement, elle veut se faire un maximum d'argent, quitte à revenir à la WWE. Donc voilà comment on en est arrivé assis avec Nikki Bella. Et, euh, et du coup, ben, dans ce match-là, c'est pour ça que les gens n'étaient pas trop à ses côtés. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Elles n'étaient pas trop à ses côtés. Et ce qu'on pourra retenir dans le climax du match, un coup que Nikki voulait en finir avec Becky, ce sera Becky qui va retourner la situation, utiliser ben, un sale coup, pour effectuer un roll-up auquel elle avait effectué, je crois que c'était du côté de Evolution sur Bailey. Elle avait utilisé sa genre de backslide spécial, et auquel ben, elle a réussi à battre Nikki Bella. Tout simplement, c'est victoire de Becky Lynch. Et auquel, ben, ouais, c'était pas forcément top. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc, ça aurait pu être mieux, mais non. Dommage. Tellement dommage. Donc, voilà tout. D'ailleurs, j'aurais pu en discuter à propos du stage de Clash in Paris. Vu comment le stage, eh ben, il y a une tour Eiffel. Donc au moins la WWE, ils ont fait au moins l'effort de faire un genre entrée digne d'un pay-per-view, comme à l'époque de l'Attitude Era, de la Ruthless Aggression, même de l'époque PG Era, auquel il y avait quand même des entrées bah, si passionnantes.
et auquel on ne voit plus aujourd'hui, au moins ils ont fait l'effort. Mais ce qui n'était pas trop d'effort, c'est qu'il y avait des sponsors sur le tapis du ring. Je sais, ça fait jaser certains, mais maintenant on se dit, oh bah, encore des pubs. Ah bah, ok, on n'est pas trop de cet avis, mais ok. De toute façon, c'est pas les sponsors publicitaires qui va gâcher tout le déroulement du match, si ce n'est que, oui, on en a un peu ras-le-bol de voir des sponsors. Mais ils auraient pu faire des efforts au niveau des cordes du ring. Ils auraient pu mettre les cordes avec les couleurs de la France, mais ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait parce qu'ils jugent sans doute que c'est trop similaire au drapeau américain, selon eux. Alors que non, pas du tout. Ça pourrait être similaire au drapeau néerlandais ou, ou plutôt le drapeau de la France. C'est quoi l'importance? Mais ils auraient pu faire cet effort-là. Vraiment, ils auraient dû faire un maximum d'efforts pour faire ça. Mais bon, je discrète à propos de tout ça. Maintenant, match numéro 4. Et c'est un match auquel il y a apparemment le bon vieux match Donnybrook. Je crois que c'est ça. Donc un match de brawl, si vous voulez que je dise la traduction littérale, quoi. Un match où tout est permis entre l'Irlande et le Bulgare. Oui, parce qu'il y a eu des tas de trucs dans ce match-là. Entre Rousseff contre Sheamus. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils nous ont sorti un banger après banger après banger dans ce match-là, vu comment ça a été très brutal. Donc le match en question et leur rivalité, elle est simple. Depuis que Rousseff est arrivé du côté de WWE, il s'est rien encore passé jusqu'à présent. Si ce n'est qu'il a affronté Sheamus, il a gagné contre Sheamus. Puis il y a eu un match revanche, c'est Sheamus qui a gagné. Puis une troisième, mais sauf que ça s'est terminé en double disqualification ou alors en match nul. Je ne sais plus trop. Et puis maintenant ils s'affrontent actuellement. Là où il n'y a pas d'enjeu, que de la brawl. À tel point que qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce match-là, il faut reconnaître que c'était du bon brawl. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Et qu'il y a eu, je crois qu'il y a eu des tonneaux, le shillelagh, ou plutôt la trick. Vu comment dans la review de SummerSlam, je m'étais trompé avec Becky Lynch contre Lyra Valkyria. Je croyais que c'était une canne. Au final, non, c'est un pied de biche. On dirait un genre de shillelagh ou genre de canne. Mais non, c'était une barre de fer. Alors que là, c'était vraiment la trick, hein. Un trick comme une celtre, des tas de tonneaux. Je me rappelle qu'il y avait que des tonneaux. Il y avait le bar également pour se servir un bon whisky, de la bonne bière, de tout choix. Même si il n'y avait pas des bouteilles de bière, il y avait que le bar et, si je crois bien, une photo de Sheamus diplômé. Ok, what the fuck? Ouais, parce qu'il y avait une photo de cela, je me dis, mais c'est quoi cette photo? Même Gale, oh là, il avait dit c'est quoi cette photo? Donc, ça, on avait un petit peu marré sur le coup. Moi, je m'étais marré silencieusement, j'avais pas fait de message comme quoi je m'étais marré, mais silencieusement, j'étais mort de rire, surtout ça, quoi. Donc, il y a eu des tas de trucs. Mais au moment où le public devait compter pour les coups d'avant-bras dans le torse, surtout quand c'est Sheamus, ça donne la voix. Donc, ça a compté jusqu'à 13 ou 14, puis à 16 ou voire 20. Bref, ça a compté quand c'est Sheamus qui faisait ça. Mais même du côté de Rousseff, ça a également compté. C'est comme si les avis étaient hyper partagés. Et que peu importe la victoire de l'un des deux, au moins ils auraient fait du bon taf. Parce que oui, je peux le dire, ce match-là était très très bon, malgré ce qu'on pourrait dire. Et que ce soit la victoire de Sheamus ou de Rousseff, peu importe, en sachant qu'il y a eu des tas de trucs dans le match. Pourtant, Rousseff a tenté d'écraser Sheamus en faisant l'accolade, auquel ça ne va pas passer. Sheamus a failli en terminer avec son fameux Brock Knee ou le Brock Kick. Même le Celtic Cross qui n'a même pas suffi.
Donc c'est toujours au compte de deux, on est désespéré. Qui va ressortir grandi de ce match? Et puis au niveau des tonneaux, on essaye de faire la phase de domination. Rousseff qui veut faire un accolade, mais heureusement que Sheamus se relève à temps. Et pourtant il a failli se faire embarquer dans un Uranagi entre les deux tables, mais finalement c'est Sheamus qui s'empare de Rousseff en faisant son fameux white noise, ou plutôt la Celtic Cross, mais c'est un white noise. Donc il le mène sur le ring, ils veulent faire le Brock Kick qui ne passe pas, puis c'est Rousseff qui va prendre l'avantage et qui va terminer le boulot en faisant un Machka super kick dans le coin là où Sheamus était, auquel il n'y avait pas de protection. Puis, puis se mange un coup de celtre, enfin un coup de trick, auquel c'est uniquement compte de deux. Puis il poursuit son attaque en faisant l'accolade avec la trick. Et l'accolade, pardonnez-moi, il va le faire tellement violemment que il va le plier en deux, même si on sait que c'est plutôt Sheamus qui a voulu aller de dos de Rousseff. Parce que Rousseff, il se met sous le dos pour faire la collade de manière très violente. Et du coup, Sheamus n'a pas le choix de suivre le mouvement. Je sais pas s'il a abandonné ou s'il a perdu connaissance. Parce que je regardais les réactions de Gale et du show en même temps. J'ai pas trop bien vu, mais à mon avis, il y a eu soit abandon ou perte de connaissance. Mais c'est tout de même Rousseff qui sort grandi de ce match et qui montre qu'il est supérieur à Sheamus. Est-ce qu'il va y avoir une suite à cette rivalité ou plutôt il faut se tourner vers d'autres horizons? Je me pose tas de questions et voilà tout. Donc c'est tout pour ce match-là. Et là, maintenant, on va en parler du cinquième match, parce que oui, plus que le deuxième match, après c'est terminé. Eh bien, le cinquième, c'est toujours un match simple, là où il n'y a pas d'enjeu, mais auquel le match était très bon. Je ne vais pas vous le mentir. Et que c'est un match entre John Cena contre Logan Paul. Donc oui, ce match est enfin là, et auquel j'ai plutôt très très bien apprécié. D'ailleurs, c'est sûr qu'il y a un certain ironie à propos de ce match-là, en sachant qu'il y a quelques mois, John Cena, il avait tourné le dos aux fans et qu'il était pour la 17e fois champion WWE, et qu'il avait fait équipe avec Logan Paul contre Jey Uso et Cody Rhodes, et que là on s'est dit c'est un petit peu incompréhensif qui sont en équipe et que là par la suite ils s'affrontent. C'est vrai qu'il y a un côté auquel tout était un petit peu incompréhensif, je suis d'accord, mais vu comment maintenant John Cena il est parti du côté des babyface comme à l'époque et comme on le connaissait déjà, et maintenant il s'est rallié du côté de la foule et Logan Paul, il se retourne contre celui avec qui il a fait équipe, un certain John Cena. Donc il y a eu plusieurs moments de trash talk entre les deux hommes, surtout du côté de SmackDown, auquel ils étaient prévus dans un programme. Donc John Cena nous a fait rappeler à quel point que Logan Paul c'est un parasite et que c'est un peu grâce à lui que tout lui revient de droit, même si Logan Paul se dit que Logan Paul c'est le catch, c'est lui qui rend le catch intéressant. Alors c'est vrai qu'il y a des tas de trucs auxquels je pourrais le contredire, mais je sais que certaines personnes ne seront pas d'accord. Je préfère de ne rien dire à ce sujet, si ce n'est que peu importe les différents dramas auxquels il a eu Logan Paul, que ce soit l'affaire de Aokigahara, les fraudes auxquelles il a fait à ses abonnés et auxquelles il les a bien enculés par la suite, les divers procès au cul qui sont toujours d'actualité pour lui, c'est vrai qu'il y a des tas de trucs auxquels on pourrait dire très négativement sur Logan Paul, mais quand il s'agit de se donner à fond sur le ring, il se donne à fond. Je ne vais pas dire qu'il ne se donne pas à fond du tout. Si ce n'est qu'on aurait tellement voulu que Logan Paul, il catch de plus en plus souvent, que ce soit du côté de Raw ou du côté de SmackDown, dans les pay-per-view, dans les house shows. Ça aurait été énorme s'il ferait ce genre de match tous les soirs, et que là, on pourrait au moins
le reconnaître une reconnaissance éternelle envers Logan Paul. Parce que même si c'est un connard, même si c'est un sale type, on peut pas le nier, c'est un très bon catcheur. Logan Paul, c'est sûr, c'est un très très bon catcheur quand il s'agit de se donner à fond et de provoquer une réaction auprès du public. Ça, c'est sûr, il sait comment s'y faire. Alors que du côté de John Cena, lui, il est plus dans ce côté super face, super Cena, comme on l'aime de le faire appeler. Parce que des chants pour John Cena, il va en avoir à gogo. Surtout quand il va avoir le theme song de sa musique, auquel les gens sont hyper à fond. Ils vont commencer à chanter, chanter, chanter sa musique d'entrée. Et auquel c'est magnifique. Comme avec Randy Orton, comme avec, Cody Rhodes également. Ils ont tellement chanté aussi avec la musique de Cody Rhodes. Et du coup, c'est vrai que ça s'est démarré un peu lentement, mais calmement. Et puis t'as les gens, donc le public, qui vont commencer. Je crois qu'ils vont soit chanter pour John Cena ou Logan Paul en disant, je crois que c'était l'un des deux. Je crois que c'était plutôt Logan Paul la salope, Logan Paul la petite salope, Logan Paul la salope. Je crois que c'était ça, hein, parce que on se rappelle à Bruxelles. Du côté de Forest National, c'était pour John Cena, donc les chants John Cena la salope, John Cena la salope. Donc il y avait ce genre de chant pour lui, mais je pense pas que c'était pour lui ce genre de chant pour Clash in Paris. Je pense que c'était pour Logan Paul. Et en parlant de ça, il faut savoir c'est que John Cena il s'est réconcilié avec le jeune fan belge auquel il était présent du côté de Bruxelles et qui avait fait le déplacement du côté de Lyon et maintenant du côté de Nanterre. Donc c'est sûr, il s'est excusé auprès de ce jeune homme et qu'il a dit on a tous passé une mauvaise période, une mauvaise journée et du coup il le pardonne pour tout et du coup la réconciliation est magnifique, est vraiment magnifique. Même si ça n'a pas d'importance, hein, je suis d'accord, l'important c'est le match. Est-ce qu'on pourrait dire à propos de ce match-là, il était énorme malgré qu'on sait que John Cena ça n'a jamais été un bon catcheur technique. À vrai dire, il ne connaît que les moves auxquels il connaît. Mais est-ce qu'on pourrait dire tellement de mal de lui si ce n'est que lui aussi, il se donne à fond? Parce que il y a des choses auxquelles on pourrait en citer à propos de John Cena. Il nous a sorti des prises carrément inédites auxquelles on ne l'a jamais vu faire. Et justement, on va en parler de ça parce que ce soit du côté de Logan Paul ou John Cena, on va en parler justement. John Cena, il nous a sorti un genre d'espèce de Wing Angel. Et je crois que c'est une inspiration à l'un de ses anciens profs, un de ses anciens maîtres dans le catch, un certain Fallen Angel, donc l'ange déchu, l'ange déchu, Christopher Daniels. Donc il nous a sorti un Wing Angel à la Christopher Daniels. Dommage que John Cena ne sait pas faire le best moonsault ever. À vrai dire, s'il aurait fait, on s'aurait dit waouh, John Cena, il est incroyable, c'est amazing John Cena. Donc il nous a sorti ça. Puis t'as Logan Paul qui nous sort un zigzag à la manière de Nick Nemeth, donc Dolph Ziggler, pardonnez-moi. J'allais dire Matt Cardona, mais non, c'est Dolph Ziggler. Donc il nous a sorti un zigzag et tic-tac, tic-tac, tic-tac. Donc qui était sympa. Puis il nous a sorti un genre de pop-up European uppercut. Donc la manchette porte à l'européenne, ou plutôt porte à la suisse quand c'est Cesaro qui le fait, donc / Claudio Castagnoli. Dommage qu'ils nous ont pas fait une Matt Cardona. Je pense que Logan Paul aurait été capable de faire un Rob Ryder. Donc il aurait fait 3 références. En même temps, c'était les catcheurs auxquels John Cena il avait cité pendant la paille bombe avec CM Punk. Donc c'est sûr que ça serait compréhensif. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et aussi, du côté de Logan Paul, un coup qu'il a voulu effectuer sa Birdshot Lariat, qui est déjà une inspiration à la Eggman Adam Page. Donc oui, on pourrait dire que c'est une inspiration à la Adam Page. À tel point que MJF, il a posé un tweet en mettant l'image de Clash in Paris pour tacler Adam Page. Je crois que la première va passer quand il aura effectué sa Birdshot Lariat.
Mais quand il a voulu essayer une deuxième fois, John Cena le contre et il va effectuer un End of Days à la manière de Baron Corbin. Donc oui, il a effectué la prise du End of Days, mais qui ne suffit pas. Donc il a voulu, John Cena, en terminer avec ses fameux 3 Moves of Doom, on pourrait dire ça comme ça. Les coups de bélier, enfin les doubles coups de bélier, le Chop Powerbomb, puis le signe du You Can See Me, tu peux pas me voir, le 5 Knuckle Shuffle, qui n'est pas passé, le FU, enfin... Non, c'est plus le FU, c'est le AA, Attitude Adjustment, qui ne va pas passer. Le STF non plus, qui ne va pas passer. Puis, Logan Paul voulait effectuer sa Lucky Punch, donc la fameuse droite qui arrive dans la gueule, qui ne passe pas. Le Frog Splash également, qui ne passe pas du tout. Vraiment pas du tout. D'ailleurs, ce qui est marrant avec Logan Paul, c'est que récemment, pendant la préparation de Clash in Paris, il s'était entraîné avec l'un de nos catcheurs belges auquel il se fait appeler Mike DiVecchio. Et du coup, quand j'ai vu ça sur Instagram, je me dis « What ?» Mike D qui s'est entraîné avec Logan Paul? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres catcheurs qui s'est entraîné avec Logan Paul aussi? Parce que c'était étonnant. En sachant qu'il avait marqué Désolé John Cena, mais Logan Paul est prêt. Alors oui, c'est sûr, Logan Paul était prêt pour ce match-là. Donc on va pas causer du tort à ce très cher Mike DiVecchio, qu'on l'embrasse évidemment et qu'on espère que lui aussi il réussira peut-être à la WWE ou peut-être pas. On ne sait jamais, mais voilà quoi. Donc je ne sais plus ce que j'allais en dire. Ah oui, à propos de Logan Paul. Puis Logan Paul, il a voulu essayer de faire du John Cena dans le texte en faisant les 5 Moves of Doom, enfin les 3 Moves of Doom quoi, les coups de bélier, les Chop Powerbomb, avec le 5 Knuckle Shuffle, tentative de FU, enfin de Attitude Adjustment, faudrait que j'arrête de dire FU, faudrait que j'arrête de dire ça. Tentative de Attitude Adjustment qui ne va pas passer, puis t'as John Cena qui veut faire le tomber en genre de roll-up, puis il retourne la situation et qui va effectuer, attention, un Styles Clash sur Logan Paul. Donc oui, il fait un Styles Clash à la AJ Styles également, et que les gens vont chanter « Il est vraiment, il est vraiment, il est vraiment phénoménal. » Ah, mais ils auraient dû le garder pour du côté de Raw, ça. La chanson « Il est vraiment phénoménal ». Ils auraient dû le garder. Mais ils ont voulu chanter ça pour lui faire un petit hommage, et espérons que les chants « Il est vraiment phénoménal » va lui porter chance. On espère en tout cas. Mais ça a bien popé, donc on a eu des tas de références. Tout ce qu'on pourrait dire, on a eu du Dolph Ziggler, on a eu du Cesaro, on a eu du Baron Corbin, on a eu du Adam Page, et on a eu du AJ Styles. Que demander de plus? Bon, suite à ça, Logan Paul a voulu tenter sa fameuse Lucky Punch, mais ça va pas se passer comme ça, vu comment John Cena va enchaîner son Attitude Adjustment, puis un autre Attitude Adjustment qui va en venir à bout de Logan Paul pour la victoire. Donc oui, vous avez compris, c'est victoire du GOAT, victoire de John Cena, qui en viennent à bout de Logan Paul, et c'était le bon choix logique, même si on sait qu'il ne sera pas tout le temps présent. Mais on est au courant qu'un défi de taille va attendre pour John Cena. Et ce défi de taille, vous le savez, je vous le donne en mille. Il s'agit de Brock Lesnar, auquel il va l'affronter lors de WrestlePalooza, un des anciens shows de la ECW de l'époque, et auquel ça fait surface après plus de... Je sais plus si c'est plus après de 20 ans ou 30 ans qui refait surface, mais bon, je préfère digresser. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a gagné pour le public français, et qu'on pourrait le dire « Thank you Cena », merci John Cena pour ce excellent bon match. Moi, j'ai plutôt apprécié. Puis, il recroise à nouveau ce fan belge auquel il est extrêmement content. Et puis, il rejoint aussi sa femme, et au vestiaire avec le public derrière lui. Donc c'était vraiment pas mal ce match-là. J'ai plutôt bien kiffé. Et maintenant, on va passer au main event. Même si je sais qu'il y avait la promo de Philippe Chéreau qui va nous donner le résultat exact du chiffre de combien de spectateurs qui sont présents, qui ont payé leur place assez cher.
vu comment la plupart sont des pigeons, la plupart sont du genre très aisé, qu'ils ont rien à perdre. Mais bon, ça c'est pas grande importance, si ce n'est que merci Philippe Chéreau de nous avoir donné justement les décomptes, même si on sait que tu es avec Christophe Ajus et on peut pas vous empêcher de chanter Ajus Chéreau, tout simplement. Donc merci pour tout, et tu pourras dire à nouveau vive la France. Voilà tout. Maintenant le main event, comme j'ai dit. Alors, c'est un match à Fatal 4-Way, donc un match à 4 pour le titre du monde poids lourd de la WWE, entre Seth Rollins contre CM Punk, contre LA Knight et contre Jey Uso. Et plus tôt dans la soirée, comme je vous l'ai dit, il y avait Bron Breakker et Bronson Reed qui se sont pris à Roman Reigns. Il faut savoir qu'ils se sont fait passer un savon par Adam Pearce et que Adam Pearce a été très clair. Si jamais vous venez dans le show, c'est sûr, je vous suspendrai avec une réduction de salaire. Donc vous n'avez pas intérêt à vous y pointer. Et que voilà. Même si ils avaient dit qu'ils avaient rien à carrer de tout ça, mais il faut pas prendre tout ça à la légère. Donc c'est sûr, ils sont bannis des abords du ring et que Rollins doit se débrouiller tout seul. Même si ce dernier annonce qu'il a un autre plan, un plan auquel on va pas tarder à le savoir. Et je vais pas vous le donner en mille, hein, je préfère garder la surprise. Mais bon, vous avez compris tout cela. Vu comment le match était lancé, c'est chacun pour soi, et Dieu pour tous, qui allait ressortir grandi. Est-ce que c'est Main Event Jey Uso qui va devenir pour la deuxième fois champion du monde? Ou alors est-ce que c'est CM Punk qui va battre son Némésis, en ce moment numéro 1, un certain Seth Rollins? Ou encore est-ce que c'est LA Knight qui, pour la première fois, pourrait devenir champion du monde, en sachant que ces temps-ci se fait pas mal enterré, surtout dans le booking de Triple H. Il se fait enterrer à chaque fois quand il a l'occasion de gagner, même un petit instant, on lui vole l'opportunité en lui coupant l'herbe sous le pied. Donc c'est sûr, c'est un peu chiant de voir dans ce genre de registre-là, en sachant que LA Knight a peut-être des chances de gagner. Mais non, que nenni. C'est un peu dommage, hein. C'est un peu dommage pour ça. En sachant que Seth Rollins, à tout moment, il peut gagner à n'importe où. Vu comment j'ai trouvé Seth Rollins qui était assez présent durant le match. Vu comment il va quand même un peu se faire provoquer par les 3 catcheurs, même s'il va se faire manger des patates de fourrin, ou encore des tas de coups sous la tête, des tas de prises à gogo. Bref, on pourrait dire que du côté des catcheurs, celui qui est un peu la grosse caillou dans la chaussure, c'est Seth Rollins, et auquel on veut absolument détruire ce satané caillou. Et pas un petit caillou de rien du tout, hein. Vraiment une grosse pierre, si on pourrait dire ça. Une énorme grosse pierre. Donc ils veulent justement en finir avec lui et avoir son moment. Puis t'as du LA Knight contre Jey Uso, du Jey Uso contre CM Punk, du Jey Uso contre Seth Rollins, du LA Knight contre CM Punk, du LA Knight contre Seth Rollins, du CM Punk contre du Seth Rollins, contre tous. Bref, j'en passe des 1 contre 1 contre 1 contre 1, contre tous, quoi. Et que ça part dans tous les sens, ça part en boule, le public est en furie. Et pour la première fois, ils vont pas chanter la Marseillaise, parce que l'année dernière, ils ont chanté la Marseillaise quand il y avait AJ Styles et Cody Rhodes, en sachant que c'est un peu un manque de respect de chanter la Marseillaise envers 2 excellents catcheurs. Pourtant, j'avais ironisé, hein. Quand j'avais écouté ça, j'étais en plein fou rire, hein. Mais je me dis, c'est vrai que vous en faites un peu trop. Est-ce que ça vaut la peine de chanter la Marseillaise, en sachant que il faut au moins respecter les superstars pour, certes pour le spectacle qu'ils nous donnent, mais il faut être un minimum être respectueux. Pourtant, la plupart des fans français ne sont pas tous respectueux. D'autres qui sont respectueux, d'autres pas du tout. Mais bon. Donc il y a eu des tas de spots, des tas de trucs auxquels il s'est passé. LA Knight voulait effectuer sa fameuse
sa fameuse descente du coude, même à utiliser la troisième corde. Il était parti, hein, il était vraiment parti pour effectuer, et pourtant c'est lui qui va s'écraser sous la table des commentateurs français. Donc c'est lui qui passe à travers la table de Philippe Chéreau et Christophe Ajus. Et puis, puis ça va se jouer entre CM Punk, Jey Uso et Seth Rollins. Alors que Jey Uso s'est mangé un Go to Sleep, CM Punk se mange un Curb Stomp auquel il s'en relève au compte de 2. Puis t'as Seth Rollins qui dit qu'il le déteste à mort, qui ne veut absolument pas du tout le voir gagner, qui le déteste très 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 profondément, lui et sa famille. Donc il veut qu'il disparaisse de sa vie. D'ailleurs, on pourrait dire exactement la même chose pour Seth Rollins. Hein. Vu comment Seth Rollins aussi, il a... Certes, il a beau traiter de CM Punk de cancer, de poison, de hypocrite, de tout ce qu'on pourrait dire qui est véridique sur CM Punk, mais pour moi, lui non plus, il n'est pas parfait, vu comment il en a fait des trucs auxquels on en a ras le cul de lui, exactement. Moi, je me rappelle que en 2019, on en a ras le cul de Rollins, quoi. Jusque 2020-2021, on en a vraiment réellement ras le cul de lui. En sachant que à chaque fois c'est lui qui reçoit des grosses opportunités, parce que oui, il est talentueux, mais pourquoi lui donner des autres opportunités si ce n'est qu'il y en a aussi certains qui le méritent? J'ai pas trop de questions à dire, si ce n'est que certes il est trop sur tous les ombres, il a trop d'opportunités, à tel point qu'on pourrait dire quelque part Seth Rollins il juge de CM Punk que c'est un cancer, il est pas mieux non plus. Rollins, pour moi, il est pas mieux. Lui aussi fait partie des personnes auxquelles on en a un petit peu ras le cul. Donc bien sûr, il veut s'emparer d'une chaise, mais au passage, il va effectuer un curb stomp sur LA Knight qui est déjà KO, puis sur Jey Uso, et puis il veut placer la chaise auquel il va placer la tête de CM Punk pour effectuer le curb stomp. CM Punk esquive le curb stomp et laisse... Seth Rollins s'écraser son pied contre la chaise. Donc il a une douleur, quoi. Il va effectuer le premier go to sleep, puis il se met à genoux et il attend Rollins qui se place sur son épaule pour que CM Punk puisse enchaîner par un deuxième. Puis il annonce haut et fort, il va les dire on va dire les 4 mots, si on pourrait dire ça comme ça, où on sait les 4 lettres pour JTS en disant go to sleep, donc va coucher. Et tu as une personne cagoulée, capuchée, qui arrive pour mettre un low blow à CM Punk. Et qui est cette personne, évidemment? Eh bien, il s'agit tout simplement de Becky Lynch, qui s'est démasquée et qui est là pour donner la victoire à son mari. Donc oui, il va donner la victoire à Seth Rollins, et que Seth Rollins, il s'empare de l'occasion pour faire un curb stomp sur CM Punk. Donc ça fait 2 fois qu'il se mange un curb stomp, et c'est le compte de 3 pour la victoire. Donc oui, vous avez compris, victoire de Seth Rollins qui conserve le titre grâce à l'intervention de sa femme, et c'est quand même les deux qui terminent la soirée. Donc oui, c'est Seth Rollins et Becky qui clôturent la soirée en restant champion. Donc entre Becky Lynch qui est championne féminin intercontinentale et Seth Rollins champion du monde poids lourd de la WWE, ça fait un beau couple de champions. Maintenant, quand est-ce que Bron Breakker et Bronson Reed vont peut-être capturer un titre par équipe? Ça on le sait pas, mais il faut au moins accélérer les choses. Si vous voulez que je pourrais le dire. Donc voilà tout. Et voilà comment se termine le show. Hein. Le show tout simplement de Clash in Paris en France se termine. Et la question que je pourrais me poser à propos de CM Punk et Seth Rollins, oui, leur match et leur rivalité va encore continuer, mais je me demande pour la prochaine rivalité, leur prochaine confrontation, est-ce que ce serait pas un match mixte? C'est-à-dire, Seth Rollins et Becky Lynch qui font équipe contre CM Punk et une certaine AJ Lee. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que moi je suis plutôt pour
un retour de AJ Lee. Est-ce que AJ Lee sera présent? Est-ce qu'elle a su se préparer pour revenir à temps? Bref, on ne sait pas, on ne sait vraiment pas du tout si elle pourrait revenir, parce que un CM Punk Bayley, j'y crois pas tellement, sachant que Bayley, elle va commencer à changer de personnage. Donc, je ne sais pas du tout, hein. Clairement, je ne sais pas du tout. Mais on aimerait voir un CM Punk Edge Lee contre Seth Rollins et Becky Lynch. Pourquoi pas? Moi, en tout cas, je suis partant. Et qu'on aimerait que ça arrive. Donc, voilà tout. Je pense que j'ai pas trop de choses à dire. Même s'il y a aussi un truc que je voulais en dire à propos de ce show, mais il y a tellement trop d'informations que je pourrais en dire. Je suis vidé. Et auquel, ben, en tout cas, le show était plutôt bon, même s'il y en a qui vont peut-être pas l'apprécier, ce n'est pas grave, vu comment il y en a qui vont peut-être se plaindre pour tout et n'importe quoi. On pourrait dire que oui, ça peut être un show médiocre dans le sens où il n'y a pas, il y a pas de build-up. Et aussi, ce qui est médiocre, c'est que la carte était prévisible entre ceux qui allaient gagner et ceux qui allaient perdre. On savait que la carte était prévisible. Au moins, vous saviez, je suis informé de tout ça. Donc, même si c'était prévisible, on peut pas s'empêcher d'aimer le show, en sachant que Gail, moi et tous les autres de ses abonnés, on a plutôt adoré. Auquel, ben, c'était sympa. Vraiment très sympa, pour le coup. Même si c'est pas la première fois que je suis sur son live à lui, mais je peux pas m'empêcher de dire que c'est toujours un pur bonheur de le voir en live et et de rigoler, de plaisanter de tout ça. Donc c'était plutôt cool pour le coup. Et du coup, ben moi, maintenant il est temps pour moi de clôturer cette vidéo comme il se doit. Donc je vous laisse maintenant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.